Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans C'est ça la France sur Sud Radio, l'émission qui met en lumière les talents, les savoir-faire, les belles histoires entrepreneuriales du Made in France. J'espère que vous avez passé un bel été. Nous sommes ravis de vous retrouver sur Sud Radio avec Thibault Laflaquière pour de nouvelles découvertes. La rentrée scolaire est derrière nous. Cartable neuf, cahiers bien rangés. Pour beaucoup de familles, la question du budget de l'organisation reste centrale. Aujourd'hui, 2 entreprises françaises ont décidé d'agir concrètement pour faciliter la vie des parents, des enfants et des enseignants. Dans un instant, nous allons découvrir Beans, une start-up innovante qui lutte contre le gaspillage tout en aidant les familles à mieux s'équiper, y compris pour la rentrée scolaire. Puis, après une courte pause, nous parlerons de Mon Premier École Directe, une nouvelle plateforme numérique pensée pour les écoles primaires qui modernise et simplifie le suivi pédagogique. Mais tout de suite, au micro de Sud Radio, Inès Sanchez-Castillo, fondatrice de Beans. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Inès. Bonjour Nathalie, merci beaucoup de m'accueillir. Merci d'être avec nous au micro de Sud Radio. Alors racontez-nous justement la naissance de Beans, cette start-up française à impact dans la food tech. Qu'est-ce qui vous a poussé à lancer ce supermarché en ligne anti-gaspi ? Alors Beans existe depuis maintenant à peu près 1 an et demi sur beansclub.fr. Mon cofondateur et moi avons monté Beans parce que dans les 10 dernières années, nous avons travaillé dans ce secteur et nous avons toujours beaucoup été frustrés par la quantité de gaspillage alimentaire que nous voyons de tous les côtés. Donc nous avons décidé de lancer Beans, qui est aujourd'hui un site e-commerce, donc un bon concours sur lequel les consommateurs comme les sociétés peuvent retrouver des produits d'épicerie sèche, donc épicerie sucrée, épicerie salée, boissons, droguerie, parfumerie, hygiène, etc., à jusqu'à moins 50% par rapport au prix de la grande distribution. Donc des produits qui peuvent se conserver. Voilà, tout à fait. Et alors, en quoi elle se distingue justement cette start-up par rapport aux autres plateformes de e-commerce alimentaire ? Alors, nous, premièrement, nous livrons dans toute la France métropolitaine. Nous avons aussi une large catégorie de produits, un large nombre de produits, pardon. Nous avons aujourd'hui 1000 références. Nous livrons également dans 48 heures dans toute la France métropolitaine. Alors, combien de produits ont déjà été sauvés du gaspillage alimentaire grâce à vous en une année ? Un peu plus d'une année ? En un peu plus d'une année, nous avons sauvé un peu plus de 300 000 produits, ce qui correspond à peu près à 50 000 tonnes. En fait, ça permet finalement à des personnes qui souhaitent consommer des produits de qualité mais à moindre coût de s'y retrouver, si je résume. C'est exactement ça. La manière dont ça fonctionne, c'est que nous récupérons des stocks d'invendus directement auprès des industriels, donc auprès de Nestlé, Danone, Michel Augustin, etc., sauf que nous récupérons des produits que eux n'arrivent plus à vendre à la grande distribution alors qu'ils sont tout à fait consommables. À cause de la DLC, c'est de la date limite de consommation ? Alors nous, comme on parle de produits secs, donc de produits ambiants, on parle uniquement en DDM. Ouais. Donc date de durabilité minimale, qui est plus une indication qu'autre chose. Les produits, par exemple le riz, le sel, l'huile, le vinaigre, etc., sont tout à fait consommables une fois la DDM dépassée. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles les produits se retrouvent chez nous. Ça peut être de la saisonnalité comme à Noël, ou comme maintenant, par exemple, la rentrée scolaire, tous ces produits-là. Alors que les produits sont encore tout à fait bons à consommer. Quand on parle du gaspillage à niveau industriel, on parle parfois de dates courtes, mais les dates courtes, dans notre cas, on parle de produits qui sont encore bons à 3, 6, 9 mois, vous voyez. Oui, et puis si on prend les chocolats, par exemple, de Pâques, qui vont être très marqués Pâques, ils peuvent se consommer parfois pendant encore 1 an, voire 2 ans, sauf que là, ils sont hors saison, quoi. Donc, c'est la raison pour laquelle ils se retrouvent avec des stocks invendus, et vous permettez finalement de les rendre accessibles à moindre coût. Exactement, parce que finalement, du chocolat reste du chocolat. Qu'il y ait un Père Noël dessus ou un lapin de Pâques, c'est la même chose. Quels sont les produits que vous sauvez le plus souvent, ceux qui sont les plus demandés ? C'est plutôt l'alimentaire, c'est plutôt l'hygiène, c'est plutôt les fournitures, c'est dans quel secteur ? Non, c'est plutôt l'alimentaire, je dirais. Beaucoup l'hygiène aussi, puisqu'aujourd'hui l'hygiène sont des produits qui reviennent assez chers en grande distribution, mais c'est principalement de l'épicerie sucrée, épicerie salée. Et cette année, alors vous lancez un rayon rentrée maline avec des fournitures scolaires anti-gaspi. Alors racontez-nous justement comment est née cette idée et justement d'où viennent ces stocks de fournitures scolaires qui n'ont pas été vendus du coup et proposés à des prix réduits.
Tout à fait. Alors, nous avons lancé cette catégorie parce que Beanz existe avant tout pour aider les consommateurs à s'y retrouver financièrement dans une période qui est un peu compliquée pour tout le monde. Donc, nous avons identifié, comme nous sommes très proches de nos consommateurs, nous avons identifié la rentrée scolaire comme étant une période de stress particulier. Et donc, c'est comme ça que l'idée nous est venue de lancer cette catégorie de fournitures scolaires. Pour la provenance de ces stocks-là, il y a plusieurs raisons. La principale, c'est ce qu'on appelle du déstockage marketing. Donc, ce sont des produits de collection de l'année dernière, l'année encore avant. Donc, par exemple, nous vendons des stylos qui sont brandés Coupe du Monde, pardon. Donc, les stylos Coupe du Monde, c'est plus tout à fait dans l'air du temps, mais par contre, le stylo fonctionne encore. Oui, c'est toujours d'actualité d'ailleurs. On reste avec la Coupe du Monde, sauf qu'effectivement, c'est un peu plus daté. Exactement. Et du coup, ça permet vraiment d'avoir une vraie réduction. Elle se mesure quel est le pourcentage de réduction quand on peut justement revendre un produit via Beanz par rapport au prix initial? Alors nous, notre promesse à nos consommateurs, c'est de toujours avoir une réduction moyenne à 30%. Mais dans la catégorie des fournitures scolaires, nous pouvons aller jusqu'à moins 50% sur certains produits. Nous avons des cols, des stylos, des crayons à couleur, des cahiers. Tout ça entre moins 30% et moins 50%. Donc ça permet aux familles de trouver vraiment une alternative crédible face à la hausse des prix de la rentrée. Exactement. Et au niveau de votre business plan, alors comment est-il organisé chez Beanz? Alors nous développons des partenariats directement avec les industriels alimentaires, donc les Nestlé, Danone, etc. Nous leur achetons les stocks qui n'arrivent pas à vendre à la grande distribution. Ces stocks arrivent chez nous dans notre entrepôt dans le 78. Et à ce moment-là, ils sont mis en ligne. Une fois que les clients passent leur commande en ligne, tout est livré directement depuis notre entrepôt chez le consommateur final. Ce qui veut dire que vous négociez un pourcentage, vous avez un pourcentage sur les ventes. Comment vous faites-vous pour vous y retrouver au sein de Beanz? Nous, c'est une marge sur le produit, effectivement. D'accord. Et du coup, il y a une volonté d'apporter une réponse sociale, mais également écologique, finalement. Parce que c'est une sorte d'économie circulaire, qu'on remet dans le circuit des produits qui étaient destinés à être détruits. Exactement. C'est vraiment dans une démarche à la fois sociale, mais à la fois anti-gaspi, donc écologique. C'est ce qu'on appelle dans le monde des startups une startup à double impact. Et quels sont alors vos prochains projets, défis? Est-ce que c'est penser à développer de nouvelles gammes, comme là vous l'avez fait avec la rentrée scolaire, de nouveaux secteurs à investir, élargir les partenariats? Oui, exactement. Nous travaillons aujourd'hui avec à peu près 400 industriels, sachant qu'il y en a 17 000 en France. Il nous reste encore du boulot à faire. Notre travail principal va vraiment être d'élargir l'offre, puisque nous existons vraiment pour aider le consommateur. Il faut que sur la plateforme, quand ils viennent dessus, il y ait effectivement les produits qu'ils veulent y retrouver. Donc notre gros focus cette année et 2026 va beaucoup être élargir l'offre, élargir la gamme. Nous avons aujourd'hui 1000 préférences disponibles sur le site. Nous espérons arriver à 2000 références d'ici la fin de l'année. Et est-ce qu'il y a une volonté, peut-être à terme, d'exporter le concept à l'international? Est-ce qu'il y a l'équivalent qui existe déjà? Oui, alors certains pays ont leurs acteurs locaux. Je dirais qu'ils ne s'inscrivent pas tout à fait, ils n'ont pas tout à fait le même positionnement que nous, puisque nous sommes vraiment dans une logique plutôt mass market, alors que nos concurrents internationaux sont plutôt sur du made local ou alors du 100% bio, etc. Nous avons de grandes ambitions pour Beanz, tout en sachant aussi qu'il nous reste beaucoup à faire en France. On espère pouvoir exporter le concept à l'étranger, oui. Merci encore Inès Sanchez-Castillo, cofondatrice de Beanz, et on vous souhaite beaucoup de succès pour cette nouvelle formule, le rayon rentrée maline, pour permettre justement aux parents d'obtenir des fournitures scolaires de qualité, mais à moindre coût. Et en plus, qui auraient dû être détruites. Merci beaucoup. Merci à vous et bonne rentrée scolaire. Au revoir. Merci pour ces éclairages passionnants sur Beanz et cette initiative qui tombe à pic en cette rentrée. Comment simplifier la vie des enseignants, des parents et des enfants grâce au numérique? Eh bien, c'est le pari de Mon Premier École Directe à découvrir après cette courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Artisans, porteurs de projets, apprentis, les chambres de métiers et de l'artisanat vous accompagnent. La CMA, artisan de la nouvelle économie, présente Sud Radio, c'est ça la France, Nathalie Schrengerma.
Vous êtes toujours sur Sud Radio dans C'est ça la France. Après avoir vu comment Beans aide les familles à mieux consommer à la rentrée, on change de registre, mais on reste dans le quotidien des écoliers. Cette fois-ci, direction les salles de classe avec une solution numérique qui veut révolutionner l'école primaire. Mon premier école directe, une plateforme pensée pour les enseignants, les familles et bien sûr les élèves afin de rendre la rentrée plus simple et plus fluide. On en parle tout de suite avec son fondateur. Sud Radio, c'est ça la France. Bonjour Rénal de Marien. Bonjour. Vous êtes le directeur d'Aplim. Alors on connaît surtout École Directe. Alors rappelez-nous justement ce qu'est École Directe pour ceux qui ne connaîtraient pas cette solution avant d'évoquer mon premier École Directe qui fait sa rentrée scolaire. C'est bien ça, tout à fait. On est dans le timing. Eh bien, écoutez, École Directe est une solution numérique qui est éditée par la société Aplim, donc qui est basée sur la région de Chambéry et qui a été inventée il y a une vingtaine d'années pour notamment une solution qui a été dédiée notamment au collège et au lycée. Et donc qui permet en fait de mettre en relation effectivement le monde de l'enseignement, des enseignants, des parents et de l'établissement scolaire. Donc un environnement numérique de travail très intuitif qui a fait ses preuves au niveau du second degré. Et aujourd'hui, nous sommes à l'aube du lancement de la version, une version réfléchie avec des adaptations aux enjeux du primaire, d'où le nom Mon Premier École Directe qui va être lancé ici à la rentrée. Une volonté de proposer une version encore plus fluide et plus intuitive pour cibler donc le premier degré. Alors pourquoi avoir voulu justement créer une solution à part, Mon Premier École Directe ? Alors, dans le second degré, effectivement, il y avait déjà des habitudes et un besoin au numérique qui était tout à fait, comment dirais-je, propice à son développement. Les écoles étaient encore un petit peu réticentes à l'arrivée du numérique, mais depuis le Covid, effectivement, nous avons vu un changement de paradigme puisqu'il a fallu y avoir... on n'avait pas le choix. On n'a pas eu le choix, quoi. La continuité pédagogique avait été imposée et École Directe second degré avait permis cette continuité pédagogique. Nous étions les précurseurs puisque dans les 24 heures, l'ensemble des familles des collèges et des lycées avaient pu continuer cette contribution pédagogique. Et on s'est posé la question donc juste après en disant mais les écoles primaires, eux, étant moins outillées dans ce registre-là, eh bien on a essayé on a porté notre réflexion, un brainstorming autour d'une réponse réfléchie et adaptée aux enjeux du primaire notamment. Alors justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces outils principaux qui sont là pour faciliter la vie des enseignants et des familles ? Oui, alors on cible effectivement avec cette interface qui a été faite de manière ludique, intuitive et simplifiée pour le premier degré, pour justement contribuer à un déploiement d'un numérique, je dirais, éducatif de confiance. Pour cela, eh bien, on touche alors le monde des enseignants de façon à les aider à organiser et suivre la pédagogie, je dirais, de simplifier cette organisation à travers des exemples peut-être concrets que je peux vous donner, comme un cahier de texte personnalisé qui va permettre d'adapter le travail qui est donné à chaque élève selon les besoins, un cahier journal qui va aider à préparer les séances en notant les objectifs, les compétences et le matériel nécessaire, etc. Et puis également le côté du suivi du comportement quotidien pour en informer les parents en temps réel via des codes de couleurs simples, des commentaires lorsque ça est nécessaire. Et surtout, côté enseignant, un cahier d'appel qui leur permet aussi de gagner du temps administratif. On réduit la charge administrative des enseignants. Voilà, on va réduire la charge administrative des enseignants pour se recentrer justement sur le gain de temps purement pédagogique, on va dire. Voilà. Alors, ensuite, allez, oui, je vous en prie. Ensuite. Oui, je vous parlais des enseignants, mais il y a aussi le côté, comment dirais-je, de l'établissement, parce que l'établissement, lui, a aussi un besoin de se diversifier, de se moderniser et de fluidifier sa gestion. Et donc, Mon Premier École Directe va aider l'établissement à centraliser toute la partie des informations et sécuriser surtout les informations dans un monde qui se dématérialise. Voilà. Combien d'écoles l'ont déjà adopté ? Alors déjà, il y a École Directe, qui vous a permis justement d'avoir un point d'entrée plus rapide pour Mon Premier École Directe.
Alors, si on se base effectivement sur la version du second degré qui correspond donc au collège et au lycée, aujourd'hui, on a un peu plus d'1 700 000 élèves qui utilisent l'application. Donc, ça, c'est en termes d'élèves. On a plus de 5 millions d'utilisateurs si on compte les enseignants, les élèves, les parents et les personnels des établissements scolaires. Voilà, et tout ça est parti aujourd'hui sur un peu plus de 5000 établissements, puisque nous avons la particularité d'être le leader informatique des solutions pour piloter les établissements scolaires, notamment privés. Oui, et alors c'est vrai que mon premier École Directe touche une cible un petit peu différente, hein, vous l'avez dit. Alors j'imagine que la question, la sensibilité le temps d'écran, d'exposition pour les enfants, ça fait partie aussi des sujets importants pour pouvoir lancer une application comme celle-ci. Oui, parce qu'en fait, effectivement, on peut entendre effectivement que la plateforme École Directe avait été comparée, par exemple, à des réseaux sociaux. Bon, c'est pas le cas, quoi. On n'est pas en train d'utiliser un TikTok ou autre réseau. Oui. On est sur un usage numérique de confiance et qui doit rendre service. Alors, le côté un peu parfois qui nous est reproché, mais là c'est l'expérience et les feedbacks du second degré qui nous ont fait aussi réfléchir, c'est le côté un peu intrusif. D'où l'important d'y mettre des outils modérateurs avec des paramétrages qui permettent de responsabiliser le moment où les familles vont recevoir les notifications, le temps de messagerie, avoir ce temps de déconnexion le week-end pour que les familles ne puissent pas être constamment dérangées par l'école, en fait. On ne veut pas que l'école s'invite non plus numériquement et intrusivement le week-end à la maison. C'est ça, faut trouver un bon équilibre, un peu comme le travail, pour éviter d'avoir des notifications régulièrement pendant le week-end. Et donc votre ambition, c'est d'équiper toutes les écoles primaires, j'imagine, françaises à terme, parce que là, vous avez évoqué surtout les écoles privées, c'est ça ? Alors, notre marché cible aujourd'hui, bien évidemment, sont les écoles privées, puisque École Directe est leader sur ces solutions de second degré. Mais effectivement, les écoles utilisaient la version second degré pour le premier degré. Donc, on a dû adapter. C'est pour ça qu'on a adapté cette version, je dirais, un peu plus réfléchie pour le premier degré. Donc, on a environ, ça peut toucher 490 000 élèves environ sur le côté premier degré. Mais c'est une solution qui pourrait être éventuellement déployée également vers le public, puisque un enfant a les mêmes besoins, je dirais, ainsi que les parents. Merci en tout cas Reynald Marien de nous avoir présenté Mon Premier École Directe qui fait sa rentrée scolaire cette année. Donc on vous souhaite beaucoup de succès avec cette nouvelle solution numérique. Merci à vous. Et belle journée. C'est moi qui vous remercie. Bonne journée à vous. Merci. Au revoir. Allez, il est temps de se balader avec Thibaut, notre French Trotter. Sud Radio, c'est ça la France, avec Thibaut, le French Trotter. Qui va nous offrir un petit supplément de vacances. Avec vous, Thibaut, on part dans un lieu très prisé des Français. Et oui, Nathalie, ceci c'est d'ailleurs le 2e plus visité de l'Hexagone. On y va pour son agneau de présalé, ses huîtres, ses galettes, mais surtout pour son patrimoine exceptionnel. Ce lieu perché sur un îlot rocheux abrite une abbaye gothique dédiée à l'archange Saint-Michel. Vous l'aurez compris, je vous parle aujourd'hui du mont Saint-Michel. J'ai découvert tous ses secrets grâce à Cécile, guide conférencière qui m'a notamment raconté l'histoire de la mère Poulard, personnage emblématique du mont. En fait, la mère Poulard, elle était arrivée avec l'architecte qui allait restaurer l'abbaye, donc fin 19e siècle. Elle était femme de chambre, elle s'occupait de la famille et vivant au Mont-Saint-Michel, elle a rencontré les habitants et elle a épousé le fils du boulanger, donc elle est devenue Madame Poulard. Et elle était cuisinière, donc c'est vrai que c'est un surnom qui lui a été donné. Elle était apparemment assez accueillante, elle avait une cuisine assez riche, copieuse, donc c'était la mère Poulard et elle a créé la fameuse omelette. Qu'est-ce qu'il y a de spécial cette omelette qui est fameuse dans le monde entier ? Alors l'omelette, en fait, elle est soufflée, c'est-à-dire qu'on bat les œufs longtemps, on utilise du beurre. Elle mettait beaucoup de copeaux de beurre en même temps qu'elle battait. Les œufs, ça donne quelque chose d'assez gonflé en fait, qui va être cuit au feu de bois. C'est pas du tout l'omelette qu'on s'attend à avoir. Elle est assez grande quand elle arrive dans l'assiette. Finalement, c'est très léger à manger, mais nourrissant en même temps. Voilà, donc c'est vraiment une recette particulière, typique de cette mère Poulard et qui est encore
proposé dans le restaurant. Qui existe encore et la recette est encore respectée à la lettre. Oui, tout à fait. Donc c'est cuit au feu de bois et c'est vrai que ça attire pas mal de monde dans le restaurant de la Mère Poulard. Alors moi j'ai eu beaucoup de chance parce que hier j'ai traversé la baie à pied et il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de légendes associées à la marée. Victor Hugo parlait de la marée et comparait sa vitesse à celle d'un cheval au galop, c'est ça? D'un cheval au galop. Alors c'est un peu exagéré, mais quand elle arrive parfois avec des pointes de 10-15 km/h, quand le mascaré rentre avec cette vitesse-là, c'est assez impressionnant et les gens peuvent être surpris en fait. Le plus grand danger, c'est pas le sable mouvant, les lises qui existent en eux-mêmes, mais c'est la marée. Il faut vraiment faire attention aux marées, ne jamais s'aventurer dans la baie seul sans un guide. Voilà, donc, je le répète, on ne le dit jamais assez. Il faut traverser avec un guide. Ah mais toujours. Et même s'aventurer un petit peu autour, là, on se dit ça va aller, on est happé tout d'un coup par le paysage, on s'avance, et on ne se rend pas compte que peut-être la marée revient, ou qu'on s'avance vers un ruisseau et qu'on va se trouver dans une zone de sable mouvant. Vraiment, ne pas partir seul. Vous avez bien entendu le conseil de Cécile, pour traverser la baie du Mont-Saint-Michel, il est indispensable de se faire accompagner par un guide attesté. Moi, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur l'histoire du Mont-Saint-Michel. Eh bien pour cela, il faut remonter au 8e siècle, lorsque l'archange Michel est apparu en songe à l'évêque local. Et Cécile va nous raconter la suite. En fait, l'histoire officielle démarre en 708 avec les rêves faits par un évêque, enfin les rêves ou les songes faits par un évêque qui s'appelait Aubert, qui a donc vu 3 fois l'archange Saint-Michel et qui a construit une première chapelle pour lui donc sur le sommet de la montagne, mais a aussi envoyé des gens en Italie chercher des reliques. Et revenu du Mont Gargan avec ces reliques, le mont a pu être consacré donc en 709 à l'archange. C'est devenu le Mont Saint-Michel en 700. Donc il y a eu ce songe. 3 songes, il était un peu visiblement sceptique. Et combien de temps ça a pris pour édifier Alors après, pour édifier, disons que c'est en plusieurs étapes. Il y a la petite chapelle faite en 708-709. Donc l'abbaye se développe, il y a des bâtiments du 11e, du 13e, l'église avec une partie du 15e siècle. Et pendant ce temps-là, le village a grossi aussi. Les remparts ont été réalisés, donc le mont était également fortifié, surtout contre les Anglais. Alors qui sont ces habitants? Au départ, c'était des pêcheurs. Ensuite, c'était des commerçants aussi qui accueillaient les pèlerins. Il y a eu de l'artisanat, du commerce, des échanges, parce qu'au 19e siècle, la prison se trouvait dans l'ancienne abbaye, jusqu'en 1863. Et aujourd'hui, les Montois, c'est des commerçants, c'est des gens qui viennent de temps en temps ici parce qu'ils ont une résidence de famille, mais c'est des gens qui vivent là, qui travaillent là, qui ont une attache, mais qui préfèrent vivre à l'extérieur en fait, en majorité. Merci beaucoup Thibault, on en aura appris des choses sur le Mont-Saint-Michel. Et maintenant que les vacances d'été sont passées, j'ai envie de dire que c'est peut-être le bon moment pour visiter ce lieu extraordinaire. Il y aura moins de monde. Oui, parce qu'il y a beaucoup de monde en période de vacances. En effet, ouais. Merci Thibault, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle découverte. Et merci à nos invités du jour avec Beans. C'est encore mon premier call direct. Nous voyons que l'innovation française s'attaque à des enjeux très concrets. Le pouvoir d'achat, le gaspillage, mais aussi l'éducation de nos enfants. Allez à la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Sud Radio C'est ça la France, Nathalie Schrengerma. Avec les chambres de métiers et de l'artisanat, artisans, porteurs de projets, apprentis, nous vous accompagnons depuis 100 ans pour faire battre le cœur de la France.